Je vais démarrer. Bonjour à tous. Je vais démarrer l'événement maintenant, comme ça laisse le temps aux personnes de nous rejoindre. On attend encore une petite minute. Voilà. Le temps que tout le monde s'installe. Voilà, je vois qu'il est 11h. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur le sujet de la sécurisation numérique. Donc sujet très très intéressant, parfois méconnu et pourtant tellement important en fait dans nos vies, dans nos usages privés et évidemment professionnels. Donc on remercie évidemment Monsieur Boyer des services de cybermalveillance.gouv pour cette animation qu'il va nous proposer. Bien évidemment, je lui laisserai la parole pour qu'il se présente et qu'il présente ses missions, voilà, son impact dans son activité. Et puis, voilà, je pense qu'on va commencer prochainement. Juste, je fais un petit rappel sur la fonctionnalité, la possibilité pour vous de poser évidemment les questions dans l'onglet questions, afin que ce soit plus facile pour nous aussi de les retrouver et pour pouvoir y répondre. N'hésitez pas à poser les questions tout au long de ce webinaire. Monsieur Boyer et moi-même, nous ferons un plaisir de pouvoir vous répondre, évidemment. Et puis, encore une fois, effectivement, il n'y a pas de questions idiotes. Si vous avez des choses que vous ne connaissez pas ou un point à éclaircir, voilà, aucun souci pour que vous puissiez évidemment nous interroger. Je vais tout de suite, du coup, reprendre la présentation de Monsieur Boyer. Hop. Voilà, et je vais bien évidemment lui laisser la parole. Merci beaucoup Nora, bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je me présente, je m'appelle Denis Boyer, je suis chargé de mission pour cybermalveillance.gouv.fr. On va passer 1 heure ensemble, comme le disait Nora, il n'y a pas de mauvaises questions, donc n'hésitez pas à poser les questions dans l'onglet questions, comme ça Nora, qui est la maîtresse des horloges, pourra les compulser et les poser au fur et à mesure. Donc on va essayer d'avoir une présentation dynamique qui ne va pas être assommante, ce sera une présentation qui ne sera pas technique, mais vraiment pratique. Je dois vous parler un petit peu de votre quotidien, on va parler un peu de sécurité numérique. Alors, tout d'abord, donc cybermalveillance.gouv.fr, qu'est-ce que c'est? C'est donc le dispositif national de sensibilisation, de prévention et d'assistance aux victimes. Dans tout le reste de cette présentation, je vous parlerai de cybermalveillance.gouv.fr, qui est notre site internet, notre portail, car notre moteur est en ligne. Cybermalveillance.gouv.fr, c'est ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public qui a été créé il y a 5 ans, qui a été incubé au sein de l'ANSSI, donc l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, qui est l'autorité nationale en la matière, au niveau français. L'ANSSI s'occupe essentiellement de tout ce qui est grand groupe, de tout ce qui est opérateur d'importance vitale, voilà, ce genre d'établissement. Donc on est vraiment sur la partie haute du panier, et nous on s'adresse aux 3 autres publics que sont les particuliers, les TPE, PME, ETI, ainsi que bien sûr les artisans, les professionnels, et les collectivités territoriales. Donc ce sont nos 3 publics. Donc pour cela, on essaie d'éditer pas mal de contenu, qui soit un contenu qui soit pratique et non technique, compréhensible par le plus grand nombre. Nous avons 3 missions. La première qui est d'assister les victimes d'actes de cybermalveillance. Donc pour cela, je vous présenterai un peu plus tard un outil qui est justement le parcours d'assistance victime, avec une aide immédiate pour les victimes. Deuxième mission, et moi c'est mon métier, c'est l'information et la sensibilisation. Mon métier, c'est de devenir mon bâton pèlerin et de vous parler au maximum du public, de manière agnostique, de la sécurité numérique et comment se prémunir. D'abord, quelles sont les grandes menaces et comment s'en prémunir. Troisième mission, c'est l'observation et l'anticipation, car nous avons énormément de gens qui font appel à nos services en ligne et ça nous permet de dégager des cybermalveillances qui impactent le plus les publics que sont les particuliers, professionnels ou collectivités territoriales. Alors, petite diapo avec quelques chiffres, parce que ça permet un peu de poser le débat et de dire qui on est.
Cybermalveillance.gouv.fr, ce n'est pas juste un organisme, c'est également 62 membres, organisations membres, issus du public, du privé, semi-public, qui contribuent au rayonnement du dispositif et qui s'associent à l'ensemble de nos actions pour pouvoir lutter justement contre les cybermalveillances. C'est également plus de 1200 prestataires référencés sur le territoire national, qui sont des prestataires de premier réflexe, de premier secours. C'est un peu nos pompiers du feu qui sont là pour intervenir chez les particuliers comme les professionnels lorsqu'ils ont un problème et qu'ils ont besoin de faire appel à quelqu'un dans une action de rémédiation. Nous avons également plus de 200 experts cyber, dont vous en parlerez. Ça, c'est un dispositif qui est vraiment destiné uniquement aux professionnels. Donc, vous en parlerez un petit peu plus tard et vous trouverez peut-être des ressources vous permettant de répondre à vos besoins en matière de sécurisation. L'année dernière, en 2022, nous avons eu plus de 280 000 parcours d'assistance victime en ligne, avec une augmentation de 61% par rapport à l'année précédente. Donc, est-ce qu'il y a plus ou moins de cybermalveillance ? Je ne saurais dire. En tout cas, on commence à être plus connu, plus visible, et c'est effectivement quelque chose qui est au centre des préoccupations de tout le monde. Et nous avons eu également plus de 3 800 000 visiteurs uniques qui sont venus sur notre plateforme à la recherche d'informations. Parce que je vais vous présenter certains des supports que vous allez pouvoir trouver en ligne sur notre plateforme, mais vous trouverez des choses qui pourront vous intéresser à titre personnel comme à titre professionnel. Alors, petite diapo, justement, pour remercier un peu tous nos membres. Récemment, nous avons un grand groupe qui nous a rejoint, qui est BNP. L'année dernière, nous avons eu l'ACNIL, l'Association des maires de France pour les collectivités territoriales. Voilà, donc on parle vraiment à beaucoup d'interlocuteurs et on essaye un petit peu d'animer cette communauté. Et l'ensemble de ces acteurs, on peut les remercier, et participent aussi à des groupes de travail pour permettre notamment la création de contenu ou des actions de lutte contre les cybermalveillances. Donc, en tout cas, un grand merci à eux. Et voilà, il est important de les citer. Maintenant, premier outil dont je vais pouvoir vous parler. Je vais vous parler de 280 000 parcours d'assistance victime qui ont été effectués l'année dernière en ligne. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ceci. Vous voyez un peu le premier onglet à droite. Premier onglet à droite, en fait, c'est une interface en ligne qui est en fait un questionnaire dynamique. Tout d'abord, on va dire qui on est, si on est un particulier, un professionnel ou une collectivité territoriale, et on va avoir un ensemble de questions qui vont vous être posées, qui ont pour but de diagnostiquer la cybermalveillance dont vous êtes victime. En fait, on a mis ça pour aider les gens parce que souvent, on sait, qui que l'on soit selon son niveau informatique, on sait qu'on a été victime de quelque chose, mais on ne sait pas de quoi. Alors, pour pouvoir s'en prémunir et pour pouvoir agir, il faut d'abord mettre un nom dessus. Et c'est l'objet de ce diagnostic. Donc, il va y avoir plus de 150 chemins décisionnels qui vont mener vers l'une des 51 cybermalveillances qu'on a catégorisées, qu'on a décortiquées, et pour lesquelles on pourra, par rapport aux demandeurs, propulser un contenu. Alors, ce contenu, c'est quelque chose qui est important. Première chose, ce sont les premières mesures. Qu'est-ce que je dois faire immédiatement pour faire cesser la cybermalveillance ? Donc là, on est vraiment en mode pompier. En gros, si vous êtes victime d'un piratage de compte, on vous dira, eh bien, vous allez devoir, depuis un ordinateur sain, vous connecter, changer l'ensemble de vos mots de passe, tout ce genre de choses-là, récupérer, on va vous donner, donc, en gros, la marche à suivre pour faire cesser immédiatement l'infraction. Et dans un deuxième temps, on va vous dire, voici le bon interlocuteur. Selon ce dont vous avez été victime, si vous avez été victime, par exemple, d'un piratage, vous allez déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie, selon la zone où vous résidez. Si vous êtes victime de cyberharcèlement en milieu scolaire, eh bien, on vous dira contacter e-enfance. Si vous avez vu un contenu pédopornographique ou relatif au terrorisme, on vous dira allez sur la plateforme Pharos, donc internet-signalement.gouv.fr. En fait, on essaie de faire on est une forme de guichet unique où nous, peu importe vers qui on va rediriger, mais on va essayer de trouver le bon interlocuteur qui puisse répondre à votre besoin. Donc, c'est vraiment l'objet de ce parcours d'assistance victime. Donc, une fois qu'on a posé un nom, un diagnostic, qu'on a donné les premières mesures et vers qui se tourner, on propose également une mise en relation. Et ça, c'est quelque chose qui est assez particulier au niveau de notre dispositif, c'est que voilà, on essaye de proposer une aide immédiate de la part d'un prestataire référencé, donc ils sont plus de 1200 sur le territoire national, de proximité. Donc, si vous êtes à Strasbourg, on vous proposera des prestataires référencés qui sont de la région de Strasbourg.
On ne va pas vous proposer un prestataire parisien ou d'une autre ville. Donc, c'est un prestataire qui est dans votre lieu géographique et qui vous sera proposé à l'issue si vous demandez une mise en relation. En général, c'est moins d'1 heure pour avoir la réponse d'un prestataire et en général, il vous en sera proposé 2 ou 3. Voilà. Nous, par rapport à cette relation, une fois que la mise en relation est faite, c'est un processus commercial entre le demandeur, donc la victime, et le prestataire référencé. Ils font affaire ou ils ne font pas affaire. Par contre, nous, ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'assurer du bon déroulé de l'intervention. Donc, on demandera au prestataire référencé d'émettre un rapport par rapport à son action. Alors, pas avec des choses qui sont nominatives ou des choses dedans, c'est juste pour savoir si effectivement il a été activé pour la bonne raison. Et nous demanderons de la part du demandeur, nous nous assurerons de sa satisfaction ou de son insatisfaction. Donc, il recevra un questionnaire pour savoir est-ce que ça s'est bien déroulé, est-ce que l'intervention était conforme à ses attentes, ce genre de choses-là. Il est très important pour nous, de manière à pouvoir faire évoluer notre dispositif et voir que la réponse du prestataire était bien en adéquation avec la demande de la victime. Donc voilà, donc plus de 280 000. Alors 280 000 parcours d'assistance victime, ça nous permet quoi ? Ça nous permet notamment de sortir des statistiques par rapport aux cybermalveillances qui impactent les publics. Donc là, je n'ai pas mis celles correspondant aux particuliers ou aux collectivités territoriales, puisque vous êtes des artisans, donc on va parler de celles qui impactent les professionnels. Donc voilà, donc sur ces 51 cybermalveillances qu'on a décortiquées, vous avez sur votre écran le top 5. Alors la partie qui est un peu orangée, ça correspond aux chiffres qui étaient en 2021, et la partie bleue, ce sont les chiffres en 2022. Ça vous permet de voir un peu une évolution. Qu'est-ce qu'on remarque entre 2021 et 2022 ? Eh bien, on remarque que le trio de tête, c'est toujours le même. Donc, l'hameçonnage, qu'on appelle aussi le phishing, le piratage de compte et le rançongiciel. Alors, vous inquiétez pas, je vais revenir un peu sur ces cybermalveillances et vous expliquer un peu ce qu'elles représentent. En attendant, ce que l'on voit, c'est qu'il y a un petit changement, en fait, dans l'ordre. L'année dernière, enfin en 2021, donc en fait, il y a 2 ans, en première position, c'était le rançongiciel, qui a frappé très fortement les publics professionnels ainsi que les collectivités territoriales. Là, il est passé en 3e position. Et en premier lieu, la première cybermalveillance, c'est donc l'hameçonnage, qu'on appelle aussi phishing, qui est la première cybermalveillance qui impacte aussi bien les particuliers, les professionnels que les collectivités territoriales. Donc, c'est vraiment celle sur laquelle on va s'appesantir un petit peu et qui est vraiment celle qui impacte vraiment tout le monde dans ce quotidien. Concernant les rançongiciels, il est passé de la première à la 3e, mais attention, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas énormément, c'est 5 points de différence. Il faut dire que 2021 avait été une telle progression en matière de rançongiciel que ça a remporté toute la place et c'est arrivé sur la première place du podium. Donc voilà, là en fait, on a une diminution, on a un changement d'ordre, mais c'est toujours une tendance qui est quand même très très forte dans tous les milieux professionnels et collectivités territoriales. Nora, est-ce qu'on a quelques questions avant que j'entame un petit peu les cybermalveillances principales qui impactent les publics professionnels? Alors, j'étais en train de répondre. Écoutez, on a une question pour savoir d'Apollinaire Akès. Comment être un prestataire référencé ? Alors, le prestataire référencé, vous trouverez tout ça sur notre portail en ligne. C'est donc, vous faites une demande par rapport à tout ce qui est activité, et ensuite, il y aura notamment une étude documentaire de tout ce qui est qualité correspondant à l'entreprise, de voir si effectivement vous êtes dans le cadre et sur quelle thématique vous êtes prêt à répondre. Et après, une fois que c'est validé, vous rejoignez l'ensemble de nos prestataires. Donc, j'essaierai de donner, je vais marquer ça sur mes notes. Et je donnerai à Nora un petit lien Très bien, merci. Plus direct vers tout ce qui est différence entre prestataire et expert cyber. Alors, on a une question aussi de Maude qui nous demande: des sites à l'étranger ont volé photos, texte et mon nom depuis un groupe Facebook pour vendre mes articles sur leur site. Prix en dollars, frais de port gratuit à partir de 35 €, etc. Comment réagir ? Car ils n'ont pas mes articles. Il s'agit clairement d'une arnaque. Merci. D'accord. Alors, par rapport à tout ça, il y a tout ce qui est signalement. Donc là, vous êtes sur tout ce qui est info-escroquerie, qui pourra répondre à ce genre de choses. Après, si ce sont des choses, si c'est du vol de propriété intellectuelle,
on est dans un autre cadre. Donc, il faudra voir avec tout ce qui est INPI et tout ce qui est défense de marque par rapport à du contenu qui peut être protégé. Voilà, mais là, on est sur tout ce qui est signalement d'escroquerie. Vous avez également la plateforme Pharos, dont je parlais tout à l'heure, qui permet de signaler beaucoup de choses, aussi bien du contenu illégal que des escroqueries. Donc, c'est Internet- donc c'est le tiret haut du 6, internet-signalement.gouv.fr. Et c'est une plateforme qui permettra justement de catégoriser ce type d'arnaque. Très bien, merci. Bon, très bien. Donc, je vais continuer sur la présentation. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a vu ce top 5 des cybermalveillances, on va un petit peu s'attarder sur celles qui sont les principales. Tout d'abord, j'ai une autre chose. Avant de parler justement de décortiquer les cybermalveillances, je vais vous parler aussi d'autres tendances qu'on a pu voir en 2022. La première qui est le faux conseiller bancaire. Ça, c'est vraiment la grande tendance qui a beaucoup impacté les particuliers parce qu'on a eu une augmentation en fait, de l'authentification, notamment sur les comptes bancaires en ligne. Et les escrocs, ils vivent de votre argent. Donc, ils se font souvent passer pour les faux conseillers bancaires pour récupérer notamment des codes d'authentification qui pourraient vous être envoyés en SMS. Le principe est toujours le même. C'est « Ah, monsieur un tel, madame un tel, nous avons bloqué de l'argent qui a failli vous être débité sur votre compte bancaire. Vous allez recevoir un code par SMS permettant de bloquer cet argent. » Et bien sûr, si vous êtes dans le rush et que vous ne faites pas attention, que vous communiquez ce code, eh bien c'est là qu'il y aura le déclenchement de ces achats. Donc ça, c'est vraiment une tendance lourde de 2022. On a la fraude au virement, le faux ordre de virement. Ça, je ne vais pas m'étendre dessus parce que je lui ai consacré une diapositive parce que c'est quelque chose qui touche énormément de professionnels, beaucoup d'artisans, beaucoup d'entrepreneurs de type TPE, PME, ainsi que des ETI. Donc, on va prendre un petit peu le temps de parler de cette cybermalveillance. Les voleurs de mots de passe, ça c'est quelque chose qui existe depuis assez longtemps, mais à l'heure actuelle, vous avez pas mal de malfrats qui vont mettre en ligne un malware qui vont essayer d'infecter beaucoup de téléphones ou d'ordinateurs pour collecter des couples identifiants et mots de passe qui pourront être utilisés pour usurper les identités ou pour souscrire des biens ou des services. Le SIM swapping, j'en parle parce que même chose, devant les mesures de protection qui étaient mises en place, et notamment d'authentification forte, beaucoup d'escrocs essayent de récupérer, de dupliquer les cartes SIM pour pouvoir intercepter les SMS de validation. Donc, si jamais vous recevez un message de votre opérateur, quel qu'il soit, Orange, SFR, Bouygues, Free, et qu'on vous demande votre code RIO, surtout ne le faites pas. Le code RIO est un code qui permet notamment de dupliquer une carte SIM, de refaire faire une carte SIM. C'est le numéro qui est utilisé pour la portabilité de votre numéro. C'est une donnée qui est très importante, qui est critique. Et quand c'est dans les mains d'escrocs, eh bien, ils peuvent parfaitement dupliquer la carte SIM et intercepter les SMS qui pourraient vous être légitimement destinés. Alors, on va prendre un petit peu de temps sur les 3 cybermalveillances qui impactent les publics professionnels. Tout d'abord, la grande star, donc sur la marche haute du podium, l'hameçonnage, qu'on appelle également en anglais phishing. Alors, on va faire un petit peu vous expliquer un peu l'origine du terme phishing. Phishing, c'est PH comme password harvesting, c'est la collecte de mots de passe, et c'est une construction avec le terme anglais to fish, aller à la pêche. Ici, l'objet, pour les escrocs, pour les cybermalveillants, c'est de récupérer un maximum d'informations. On va vous envoyer une accroche de type mail, ça c'est de manière traditionnelle, ou par SMS en vous disant, par exemple, là je vous ai mis quelques exemples, votre compte Netflix va être bloqué suite à un problème de paiement, cliquez sur le lien en bleu pour pouvoir vous authentifier et régler ce problème. Si vous cliquez sur ce lien, vous allez être emmené sur une page qui sera identique en tout point à celle de Netflix. Vous allez entrer votre identifiant, votre mot de passe. Ça ne va pas marcher la première fois. Vous allez rentrer à nouveau. Ça va marcher la deuxième fois. Vous allez bien arriver sur la plateforme Netflix. Sauf que lors de la première tentative d'authentification, vous serez sur une copie de la page qui est administrée par le cyberescroc et qui aura capté votre identifiant et votre mot de passe. Après, il utilisera ce genre de choses-là pour pouvoir les revendre à un tiers. Et ça se vend plutôt bien. Je vous ai mis d'autres exemples, parce que ça, on va dire que c'était le phishing un peu traditionnel. Maintenant, les escrocs se sont beaucoup adaptés. On a vu ça notamment vers 2020 à peu près, où de plus en plus de phishing sont arrivés sous forme de SMS. On a même créé un terme pour ça, c'est le smishing.
Eh bien, le smishing, c'est du phishing par SMS. Alors, vous avez reçu tous alors, des types d'arnaques de type CPF, donc compte personnel de formation. Ce qui a très très bien marché, eh bien, c'est les livraisons de colis. Et ça, on l'a vu notamment pendant le grand confinement. Et ça marche toujours très très bien. Et vous avez des choses qui sont plutôt bien faites au niveau des noms de domaine. Là, vous avez l'exemple, par exemple, en haut, à droite, ma livraison-chronopost.com. Ce n'est aucunement le site de Chronopost. On a eu notamment des campagnes de phishing qui ont, je suis sûr que parmi vous, la plupart ont reçu un SMS de phishing de la part d'Amélie, où on essayait de vous récupérer vos données liées à votre numéro de sécurité sociale. Pourquoi? Parce que les escrocs essayaient de s'authentifier en lieu et place des légitimes propriétaires sur tout ce qui était France Connect, service France Connect, qui permet notamment d'accéder au portail des impôts et à faire un certain nombre de démarches en ligne. On a eu aussi beaucoup de vignettes critères. Ça marchait pendant quelques mois. En ce moment, vous allez recevoir probablement par SMS des demandes de recouvrement pour les contraventions. Donc, c'est ce qu'on appelle du phishing ANTAI, donc ANTAI, A-N-T-A-I. Faites attention, si vous recevez ce genre de choses-là, ce n'est pas un comportement normal. Par rapport à tout ce qui est contravention, méfiez-vous également si on vous met un petit avis sur votre pare-brise avec un QR code à scanner. Ça fait partie des choses qui ont été signalées assez récemment. Ce sont des arnaques. Voilà. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont de plus en plus sophistiquées et par SMS. Donc, voilà, prudence. Voilà, Sophie nous demande pour le phishing par SMS, est-ce que le transfert au numéro spam SMS est un bon réflexe? Alors oui, moi je vous engage, si vous recevez par SMS, de manière systématique, je transfère ça au 33 700. 33 700, d'ailleurs on en fait la promotion aussi sur notre site, quand on parle de phishing par SMS. Le principe, c'est vous recevez un SMS de cet ordre-là, vous savez que c'est une fraude, vous le transférez au 33 700. Ensuite, quand vous allez le transférer, vous allez recevoir à nouveau un SMS par 33 700 qui va vous dire quel est le numéro qui vous a envoyé ce SMS. Hop, vous renvoyez. Et ils ont ajouté depuis quelques semaines une nouvelle fonctionnalité. On va vous demander d'entrer le jour. Donc, par exemple, si vous l'avez reçu le 16 mai, vous allez entrer le 16-05 que vous allez renvoyer. Et ensuite, on va vous demander l'heure. Si vous l'avez reçu à 8h33, vous entrez 08-33. Et une fois que vous avez fini cette procédure de signalement, vous recevez un nouveau SMS vous disant « Merci pour votre signalement ». Et cette procédure-là, c'est une procédure qui est gratuite. Quand vous transférez ce SMS, ça n'a aucun coût pour vous au niveau de votre opérateur. Et ça permet d'alimenter le 33 700, qui est un organisme qui est financé essentiellement par tous les gros opérateurs, donc Orange, Bouygues, SFR. Et l'objet, c'est de pouvoir bloquer les numéros de malveillants. Donc voilà, c'est une très très bonne chose à faire en matière de SMS, de smishing. Très bien, merci. J'ai fait un petit sondage là pour voir un petit peu si vous aviez déjà tous reçu un SMS de ce type. Toutes les typologies là que M. Boyer nous a un petit peu données. Effectivement, là, déjà, on est à 100% de personnes, oui, qui ont déjà constaté avoir reçu ce genre de message, quoi. Et voilà, et c'est quelque chose qui va s'inscrire durablement. Le phishing, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Par mail, ça existait depuis 20 ans, depuis le grand boom de l'Internet public. En matière de SMS, ça s'est vraiment développé parce que maintenant, on n'a plus notre téléphone de type Nokia avec les touches et tout ça. Maintenant, on est sur un smartphone. Donc, en fait, on a un ordinateur dans la main, que c'est très facile. Souvent, on est en mobilité, on reçoit le SMS, on fait clic parce que on ne fait pas comme avec la souris sur son mail avec l'URL, donc l'adresse finale qui s'affiche. Donc, on est dans le clic et on a tendance à cliquer très rapidement. Donc, voilà. Si vous recevez ce genre de choses-là, le recevoir, ce n'est pas un problème. Cliquez dessus, il peut y avoir une action néfaste dessus. Donc, je vous engage à ne jamais cliquer sur le contenu d'un SMS de ce type. Si vous cliquez dessus, déjà, vous allez signaler à l'escroc que vous l'avez bien reçu, parce qu'il va avoir quelque chose qui va discriminer les différents SMS qu'il va envoyer. Donc, vous allez valider votre numéro de téléphone, donc vous allez être une bonne cible sur les futurs phishing, et en même temps, on ne sait pas ce qu'il y a sur le site sur lequel vous allez vous rendre avec votre smartphone. Donc, attention à ce genre de choses. Deuxième cybermalveillance dont je voulais vous parler, le piratage de compte. Le piratage de compte, qu'est-ce que c'est? C'est souvent le corollaire du phishing. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a récupéré un identifiant et un mot de passe, notamment d'accès à une messagerie, on va se connecter en lieu et place de la victime. Et là, les escrocs vont regarder tout ce qu'il peut y avoir dessus.
Donc, si vous avez utilisé notamment votre mail pour envoyer des pièces d'identité, pour une location, pour une démarche administrative, eh bien, en fait, on se rend compte que sur le mail, on a un peu notre vie numérique. Donc, il y a énormément de choses qui vont pouvoir être revendues à différents escrocs. Donc, il est très important de protéger sa messagerie. Le mieux, c'est vraiment, dès qu'on le peut, c'est d'activer la double authentification. Maintenant, la plupart des messageries permettent une double authentification, notamment avec un code envoyé par une deuxième voie, donc par SMS. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé. Souvent, les escrocs, quand ils arrivent sur une messagerie, ils vont regarder aussi les mails qui ont pu être reçus. Et notamment, là, je vous ai mis l'exemple d'un artisan où tout d'un coup, il y a eu un changement de RIB qui était fait et en lieu et place de la victime, ils ont renvoyé en fait un devis pour un versement à un autre, avec un autre compte bancaire. Et donc, l'artisan n'a pas été payé. Et là, ça lui a coûté 26 000 euros. Quand on est artisan, 26 000 euros, ça fait très, très mal. Donc, il faut faire très attention. Avant, les escrocs s'intéressaient beaucoup à tout ce qui était compte bancaire. Mais au niveau du compte bancaire, il y a eu un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place, et notamment une norme européenne qui s'appelle DSP2, qui a obligé les banques à mettre en place des mécanismes d'authentification forts. Donc, les escrocs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont recentrés sur la messagerie, ou alors ils ont intégré dans leur processus cybercriminel le fait de se faire passer pour un faux conseiller bancaire. Donc voilà, donc on est vraiment sur le corollaire du phishing. Le rançon logiciel, donc je ne vais pas passer énormément de temps dessus, mais vous expliquer un peu le principe. Le rançon logiciel, c'est une opération de piratage qui a eu lieu soit grâce à un mail d'accroche de type phishing ou à un piratage d'un équipement. Ici, les cybercriminels vont essayer d'infecter le réseau. Première chose, si on infecte une première machine de manière silencieuse, on va regarder cette machine avec quoi elle communique. S'il y a 10, 20, 100 machines, ça permettra de savoir aux cybercriminels si c'est quelque chose qui est une petite entreprise ou si c'est un grand groupe. Une fois qu'il est présent sur le réseau, il va regarder tout ce qui est important. Il va essayer notamment de trouver l'endroit où il y a les sauvegardes, très important. Il va commencer à exfiltrer les données. Donc des fichiers, d'abord les bases de données, ensuite les fichiers importants, tout ce qui peut revêtir qui peut être vraiment important pour la victime. Mais c'est également récupérer la base de données des clients et des fournisseurs. Et une fois qu'il a récupéré un certain nombre d'informations, il est prêt et il fait. Et 7 minutes 30 plus tard, pour les cryptolockers qui sont les plus rapides, on se retrouve avec des sauvegardes qui sont chiffrées, des postes de travail qui ont un message d'alerte leur disant il est chiffré, il va falloir payer une rançon en bitcoin, et on se retrouve avec une entreprise, un artisan, une TPE, une PME qui est sur les genoux parce qu'elle se retrouve sans système d'information. Voilà. Donc ça, c'est le principe du rançon logiciel. Alors moi, je vous dirais, nous, on a la même disposition que l'ANSSI là-dessus. On ne paye pas une rançon. Si on paye une rançon, eh bien, on va envoyer une mauvaise indication pour les cybercriminels. Et si vous avez été victime une fois, ils reviendront sur votre système parce que vous serez un bon payeur. Maintenant, ça, on va dire que c'est la norme. Maintenant, quand on n'a pas de sauvegarde et qu'on n'a pas moyen de réinstaller, eh bien, je comprends qu'on est gêné et on va essayer de faire tout pour pouvoir récupérer ces données. Souvent, les cyberescrocs, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient d'accentuer leur pression en disant, si vous ne payez pas, eh bien, moi, je vais réveiller l'ensemble de vos clients, je vais impacter vos clients, je vais impacter vos fournisseurs, et donc, ils accentuent la pression pour que la personne en face paye. Et on a vraiment tout type de publics qui ont pu être impactés, des très petites entreprises, des PME, des ETI, des grands groupes. En fait, vous avez une cybercriminalité de haut panier, de haut niveau, qui va vraiment essayer d'intégrer un réseau d'un grand groupe, soit en passant par LinkedIn, en essayant d'impacter l'un des personnels, ou alors en hackant, en piratant les matériels. Et vous avez aussi des gens qui vont un peu saupoudrer, qui vont aller un peu à la pêche au chalut, et qui vont essayer de vaporiser tout ça par le biais notamment du phishing, au maximum de gens, en se disant, si jamais j'en impacte 10, il y en a peut-être un qui va payer. Et celui-là, il paiera pour tous les autres. Voilà, donc Denis, vous avez raison. Moi, j'en ai déjà rencontré des entreprises victimes de rançon logiciel.
Ça se traduit, voilà, il arrive un lundi matin et il n'y a plus rien qui fonctionne. Il a 10 employés à faire travailler et en fait, ils ne peuvent pas parce qu'ils n'avaient pas mis en place voilà, des systèmes de sauvegarde, etc., de récupération de données. Et en fait, ça a été très compliqué, quoi. C'est paralysant, en fait. Alors, justement, par rapport à des interventions que j'ai pu faire, j'ai eu aussi plusieurs témoignages comme ça. Il y avait un chef d'entreprise qui parlait de tsunami. En fait, c'est un vrai tsunami quand ça arrive. Et c'est un chef d'entreprise qui a monté un business, qui a mis 10 ans à le faire monter, jusqu'à atteindre un certain niveau. Et puis, tout d'un coup, c'est arrivé, le rançon-logiciel. Et quand le rançon-logiciel est arrivé, il était donc aveugle, sourd et muet, ne pouvait pas communiquer. Et il a fallu qu'il reconstruise tout ça. Ça a eu un coût qui était vraiment énorme parce qu'en matière de sauvegarde, il n'y avait pas de plan de continuité d'activité ou de plan de reprise d'activité, qui sont des choses qui sont en place sur les structures qui sont quand même déjà des entreprises assez conséquentes. Mais il y avait des soucis de ce côté-là. Et il a fallu qu'il soit assisté. Il a eu un coût qui était vraiment énorme. Et il n'avait pas les liquidités pour pouvoir permettre de pouvoir continuer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû faire rentrer beaucoup de gens au niveau du capital. Et en fait, il est juste devenu un actionnaire, alors qu'avant, c'était une société qui lui appartenait. Mais vous avez aussi des choses qui sont beaucoup plus dramatiques et certains groupes qui ont mis la clé sous la porte. Donc là, quand on parle de ça, on n'est pas dans la science-fiction. Il vaut mieux se prémunir. Et on va voir d'ailleurs dans la suite de cette présentation des choses sur lesquelles on doit travailler. Ouais, Et et sur puis lesquelles... je voudrais faire aussi un commentaire par rapport aux plus petites structures qu'on accompagne aussi quotidiennement. Souvent, j'ai l'impression que les artisans se rendent pas compte en fait qu'ils ont capitalisé de l'argent et ou enfin du temps, surtout du temps à concevoir par exemple un site internet, etc. Et donc en fait, du jour au lendemain, si tout disparaît, c'est quand même aussi très impactant finalement, voilà pour vous. On se rend pas toujours compte en fait de ce que ça implique. Voilà. C'est, je... Mais c'est une très bonne remarque, Nora. Et si on veut se rendre compte, imaginez-vous, en tant que professionnel, faites le test, je ne sais pas, pendant juste une demi-journée, hein, ou quelques heures. Dites-vous que tout d'un coup, vous n'utilisez plus votre ordinateur, plus aucun moyen numérique, vous prenez votre papier, votre stylo, parce que tout le reste n'est pas disponible. Si vous vous dites que vous ne pouvez pas travailler, eh bien c'est que vous avez un problème. Et donc il va falloir mettre un certain nombre de choses en place. Et c'est le moyen de se rendre compte, en fait. Souvent, des gens se disent, mais pourquoi on m'attaquerait? Je ne suis pas une cible d'intérêt. Mais en fait, ce n'est pas une question de cible d'intérêt ou pas. L'intérêt des cybermalveillants, c'est de récupérer de l'argent. Donc, peu importe qui vous êtes, hein, quand ils attaquent notamment des centres hospitaliers ou ce genre de choses-là, ils ne se posent pas la question de savoir si tout d'un coup il va y avoir une cessation d'activité et si des patients ne vont pas pouvoir recevoir leurs soins de type chimio ou autre. Hein. Ils ne se posent pas ce genre de questions. Donc, vous représentez toujours un intérêt et la donnée en elle-même a une valeur. Donc, voilà, vous ne vous dites pas, surtout n'ayez pas cette attitude qui consiste à dire pourquoi on m'impacterait. On vous impactera parce que tout d'un coup, il y a quelque chose qui est dans la nature et tout d'un coup, vous êtes tombé dans les filets. Voilà, c'est vraiment ça l'objet. Donc, sentez-vous concerné par ce genre de cybermalveillance. Pour continuer, je vous ai parlé tout à l'heure de la fraude au virement, le FOVI, donc le faux ordre de virement. Traditionnellement, on appelle ça l'arnaque au président. L'arnaque au président, c'est quand on est dans un grand groupe, un escroc va se faire passer pour quelqu'un qui est, par exemple, je ne sais pas, un fournisseur, ou alors quelqu'un qui est proche de la présidence et qui va dire « Ah, nous avons absolument besoin que vous fassiez un virement d'urgence. Là, je suis en congé actuellement. Faites un virement d'urgence vers telle société. » Et c'est une arnaque. Et tous les codes seront réutilisés. Ils peuvent utiliser aussi des mails très approchants de la part du collaborateur pour usurper une identité. Ou alors, ils ont pu pirater un compte mail pour se faire passer pour une personne. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le principe. Donc là, la fraude au président, on est vraiment sur les grands groupes. Hein, mais maintenant, on a des choses qui arrivent beaucoup au niveau de tout ce qui est artisan, des TPE, des PME, où on a des sociétés qui se font arnaquer. Alors les arnaques, elles sont de plusieurs ordres. C'est par exemple le fournisseur qui vous contacte et qui vous dit « Ah, mais au fait, j'ai changé de compte bancaire, voici mon nouveau RIB ». Ou alors, c'est un employé de votre structure qui tout d'un coup vous contacte par mail en disant « Au fait, j'ai changé de RIB, voici mon nouveau RIB ». Et en fait, en face, vous avez l'escroc. Et l'escroc, quand c'est le changement de RIB d'un employé, il va attendre la fin du mois pour récupérer l'argent sur son compte bancaire et très vite, ça va disparaître. Quand c'est l'artisan, quand c'est le fournisseur, eh bien le fournisseur, vous allez faire le virement,
Et puis, une semaine, 2 semaines plus tard, vous avez le fournisseur qui va vous contacter, qui va vous dire, mais je ne comprends pas, j'ai toujours pas reçu le paiement pour la prestation que je vous ai fournie. Et aïe, 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 l'argent, il est déjà parti. Donc, pour éviter ce genre de choses-là, on doit toujours avoir une deuxième voie de vérification. Si vous recevez un mail, et surtout dès que ça correspond à quelque chose qui est d'ordre monétaire, un changement de RIB, eh bien, on doit vérifier. Et vous vérifiez de votre manière. Vous n'attendez pas que quelqu'un vous appelle. C'est vous qui appelez le numéro de la personne qui est votre contact en disant, au fait, j'ai reçu une demande de changement de RIB. Est-ce que c'est normal? La personne en face ne vous en voudra jamais. Et au moins, vous allez pouvoir authentifier l'émetteur, le demandeur. Et si jamais vous dites, ben, je ne vois pas de quoi vous parlez, eh bien, vous savez que vous aurez été impacté par un escroc. Voilà. Donc, c'est très, très important. On doit toujours vérifier ce genre de choses-là par une deuxième fois. Et c'est un processus à mettre en place et je vous engage à le faire en tant qu'artisan. C'est vraiment essentiel. Dernière chose. Donc là, je ne vais pas trop m'appesantir. C'est quelque chose qui était en 4e position pour les particuliers. C'est le faux support technique. Donc, il faut savoir, en tant qu'artisan, tout d'un coup, vous êtes sur votre ordinateur et puis vous pouvez voir tout d'un coup, ah ben, votre ordinateur est infecté, il y a un problème d'activité, contactez Microsoft, alors là, sur cet exemple, au 01 86 65 67 02, sans frais. C'est une arnaque. Microsoft ne vous demandera jamais de le contacter. Si vous, tout d'un coup, vous avez un logiciel qui vous dit, ah ben tiens, il y a un malware sur votre ordinateur, sécurisez-le en cliquant ici, c'est une arnaque. Ne le faites pas. Ce que je vous engage à faire, c'est de fermer votre navigateur, de peut-être redémarrer votre ordinateur, le cas échéant, de vider le cache Internet de votre navigateur. C'est souvent l'une des voies qui permet de faire afficher ce genre de message. Donc, on fait très, très attention à ce genre de choses. Ça a beaucoup impacté les particuliers, et notamment les particuliers de type senior. Donc, les personnes âgées ne sont pas forcément à l'aise avec ce genre de technologie, hein. Donc, voilà, et qui sont plus enclins à appeler le numéro qui est affiché dans leur navigateur. Donc, voilà. Donc, toutes ces choses-là, c'est cybermalveillance que je vous ai présenté. Vous aurez des articles complets sur notre plateforme, et je vous donnerai quelques références, notamment en fin de présentation. Et là, on va faire un petit focus sur les pratiques essentielles. Je peux en profiter justement pour prendre quelques questions, Nora. Est-ce que vous en avez quelques-unes qui nous sont parvenues? On a eu 2 questions. Corinne qui nous demande vider le cache, c'est quoi? Alors, vider le cache, c'est on va dans son navigateur et vous avez notamment dans les paramètres vider l'historique, vider le cache Internet. Donc, en gros, le cache, c'est quoi? Vous voyez, je vous parle quand même un peu technique, hein. Donc, le cache, c'est l'ensemble. Quand vous allez sur un site Internet, on met ce qu'on appelle des petits traceurs publicitaires qui permettent un petit peu de voir quelle est l'activité de l'internaute. Alors, ce ne sont pas des choses avec votre nom, prénom, ce genre de choses. Et souvent, on va accumuler un certain nombre de choses. C'est pour ça, par exemple, que si vous allez faire vos courses, vous allez sur le site de la SNCF, et que tout d'un coup, vous allez ensuite sur le Bon Coin, vous allez avoir une pub pour la SNCF et probablement pour la ville sur laquelle vous avez fait des recherches. Donc voilà, donc le cache récupère l'ensemble de ces cookies publicitaires, ces traceurs publicitaires, ces cookies, et quand on le vide, on enlève en fait toute trace de ce genre de choses-là. Voilà, c'est un Ça, peu la connaissance de votre parcours client, en fait. exactement. Voilà, on a une autre question d'Apollinaire qui demande quel système de sauvegarde peut nous prémunir des attaques. Alors peut-être que ça va venir ensuite dans les pratiques. Alors justement, on va parler sauvegarde, on va parler de plein de choses de ce côté-là. Oui. Alors, petit disclaimer, moi je ne vous dirai pas quel est je ne vous proposerai pas d'outil de sauvegarde avec une marque et tout ça. Nous, en tant que GIP, et notamment ce côté aussi un peu gouvernemental, on ne peut pas faire la promotion d'un outil plutôt qu'un autre, sauf des outils qui ont été qualifiés par l'ANSSI. Mais par contre, on va parler un petit peu de la typologie et du type de choses dont vous pourriez avoir besoin. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va suivre sur les sauvegardes. Merci. Donc, on est bon, donc je vais continuer. Je vous en prie. Première des choses, je vous ai parlé un peu de mots de passe. Les mots de passe. Là, en fait, j'ai extrait un contenu qu'on a sur certaines de nos fiches sur les 10 mesures de sécurité numérique essentielles. Et je vais m'attarder sur certaines qui sont vraiment importantes et primordiales. Le mot de passe. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur comment générer son mot de passe. En tout cas, on doit garder en tête qu'un mot de passe doit être unique par service.
Un mot de passe ne doit pas être réutilisé pour plusieurs services. Sinon, si jamais un de vos mots de passe se retrouve dans la nature, l'escroc va essayer de tester ce même mot de passe sur différents services. Imaginons par exemple que vous ayez un compte mail avec un mot de passe, et bien il va utiliser votre prénom, point nom, sur un autre service et avec le même mot de passe. C'est ce qu'on appelle le reuse the pass, la réutilisation de mot de passe. Il doit être suffisamment long et complexe. Un mot de passe, il ne fait pas 4 caractères. Un mot de passe, il fait minima 7, 8, voire 9 caractères. On doit mettre du chiffre, des lettres majuscules, des lettres minuscules, caractère spécial. Et il doit être vraiment différent. Alors souvent, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut utiliser un préfixe, donc quelque chose que vous connaissez, qui est votre secret à vous, et selon le type de service, changer la fin. Donc c'est à vous de voir. Et vous allez me dire, monsieur Voyer, vous êtes gentil, mais nous, avec tant de mots de passe, comment je fais pour m'en souvenir? Eh bien, vous avez plusieurs moyens. Quand on est, par exemple, une population senior, je vous dirais, vous avez un petit carnet de mots de passe parce que c'est plus simple pour les seniors. Sinon, si vous êtes plus à l'aise avec tout ce qui est gestionnaire de mots de passe, vous avez des gestionnaires de mots de passe pour certains qui sont gratuits. On en a un notamment qui s'appelle KeePass, Keepass, qui est gratuit et qui a été qualifié par l'ANSSI. Il a eu un visa de sécurité. Et dedans, vous allez avoir juste un mot de passe suffisamment complexe qui vous permettra d'accéder à votre trousseau de mots de passe. Et une fois que vous êtes authentifié, eh bien, vous allez pouvoir garder l'ensemble de vos mots de passe. Et physiquement, c'est un fichier que vous allez pouvoir sauvegarder. Donc, KeePass. Le gestionnement de mots de passe, il faut vraiment s'y habituer. Et bien sûr, quand on le peut, et je vous en ai parlé déjà avant, activer l'authentification multifacteur ou la double authentification. En tout cas, ça sont des mesures pour préserver un peu ces mots de passe, mais on doit aussi avoir un bon usage. Le bon usage, c'est qu'on change le mot de passe par défaut. Si vous recevez quelque chose avec déjà un mot de passe, eh bien vous le changez, c'est la première action qu'on doit avoir. Si on a un soupçon, on change son mot de passe. On ne le communique pas à un tiers. Un mot de passe, c'est quelque chose qui est personnel. Je sais que souvent, notamment dans les petits groupes et tout ça, on a souvent tendance à dire, mais c'est quoi le mot de passe pour accéder à telle ou telle chose? Eh bien ça, c'est une mauvaise pratique. On doit avoir un mot de passe par titulaire. Et bien sûr, c'est comme donner une clé. c'est comme donner... C'est savoir à Exactement. qui on donne une clé. Exactement. Donc le mot de passe, il est personnel. On doit arrêter. Tant que faire se peut, parce que attention, moi je vous parle des conditions qui sont des conditions idéales. Après, vous allez adapter. Moi, je ne suis pas un ayatollah de la sécurité numérique. Je vous donne la bonne pratique. Et après, c'est à vous de voir et de progresser dans votre pratique numérique pour la sécuriser. Et bien sûr, une chose aussi, c'est qu'on ne doit jamais utiliser un compte et un mot de passe sur un matériel qui est partagé, qui est non maîtrisé. Vous l'utilisez sur votre matériel à vous. Si c'est le matériel de quelqu'un d'autre, il ne vous viendrait pas l'idée, je pense maintenant, à un usage qui était en cours, notamment dans les années 2000, où on allait dans un cybercafé pour se connecter à son compte mail parce qu'on n'avait pas forcément de box Internet à la maison. Mais il ne vous viendrait pas maintenant à l'idée de vous connecter sur votre compte mail depuis un ordinateur que vous ne connaissez pas, l'ordinateur d'un inconnu. Et bien voilà, on se met sur un matériel qui est un matériel maîtrisé. Donc tout ça, vous avez un exemple là, par exemple, de l'article à droite de notre fiche sur notre site Internet. Oui, Nora, dites-moi. Ouais, alors ça, pour la pratique des mots de passe, moi je suis souvent surprise de constater qu'en fait ça fait vraiment défaut chez les personnes en fait qui souvent s'économisent d'une part le changement de mot de passe, c'est-à-dire que c'est le même sur tous les usages. Et d'autre part, ils sont souvent pas suffisamment complexes, quoi. Et c'est encore plus alarmant quand c'est votre prénom avec ou bien je sais pas la marque de votre voiture, avec votre numéro de département, choses comme ça. C'est des choses c'est des mots de passe qui sont extrêmement faciles en fait à atteindre, à identifier, même peut-être par les gens qui vous connaissent. Donc voilà, c'est vraiment des pratiques qu'il faut absolument éviter. Il faut arrêter en fait voilà, si on s'appelle Nathalie, on met pas un mot de passe type Nathalie 88. Non, ça c'est pas possible. Et c'est pourtant des choses qu'on voit encore. Et même si vous êtes des petites structures, vous êtes quand même responsable des données que vous détenez. Et il faut tout faire en fait pour que vous ne soyez pas victime de cyberattaques, quoi. Voilà. Alors, on a la divination, et puis on a aussi d'autres choses qui existent. C'est-à-dire qu'un mot de passe,
moins il est complexe, plus il y a possibilité, en fait, vous avez chez les gens qui sont plutôt techniques, le mot de passe, en général, il n'est jamais en clair sur un site. Mais si un site se fait pirater, vous allez avoir une version qui est chiffrée de ce mot de passe. Mais si le mot de passe n'est pas suffisamment long et complexe, ils vont utiliser des dictionnaires pour pouvoir justement tester les différentes combinaisons. Donc si le mot de passe, c'est un prénom plus un numéro suivi de 2 digits derrière, c'est quelque chose qui est trop facilement devinable et les ordinateurs ont des puissances de calcul permettant de trouver ce genre de mot de passe très facilement. Donc on doit avoir la notion de complexité, de longueur et d'unicité. Ce sont vraiment les trois principes, trois grands principes. On parlait de tout ce qui était sauvegarde de données. Alors les sauvegardes de données, là on a un contenu justement qui est prévu à cet effet. Alors je vais vous parler un petit peu, qu'est-ce qu'on sauvegarde comme données? Eh bien, quels appareils? On sauvegarde aussi bien serveur, mobile, tablette, les médias de stockage, l'ordinateur, en gros tout ce qui est connecté et qui supporte de l'information qui est importante pour votre travail, pour votre boulot. Quelles données? Eh bien, il va falloir cibler, parce que si on sauvegarde de manière massive l'ensemble des données, eh bien, ça risque de prendre pas mal de temps, et puis on n'a pas forcément la même importance. Qu'est-ce qu'on doit sauvegarder? Eh bien, les données qui ne sont pas récupérables en cas de problème. Celles qui sont les plus consultées, les plus demandées. Et également les données qui sont les plus sensibles. Ça, ce sont les données. En fait, avant de penser sauvegarde, on doit faire un diagnostic des informations que l'on a sur son réseau, à sa disposition, dans sa société, et on doit classifier. Qu'est-ce qui est sensible? Qu'est-ce qui est très sensible? Qu'est-ce qui est très utile? Qu'est-ce qui est le plus consulté? Une fois que vous avez fait un petit peu un état de ces données, eh bien, vous allez savoir qu'est-ce que vous devez sauvegarder en priorité. Ensuite, sur les moyens de sauvegarde, en fait, on a plusieurs types de sauvegarde. On peut avoir de la sauvegarde en ligne, le cloud, et on peut avoir un stockage externe, de type disque dur. Le principe, c'est qu'on fait le 3-2-1. On doit avoir 3 jeux. Un qui est en utilisation, par exemple sur votre ordinateur, les données. On doit en avoir un, par exemple, qui peut être fait en ligne ou sur un serveur de sauvegarde au sein de votre organisation. 3, un support déconnecté. Pourquoi le support déconnecté? Le support déconnecté permet, si jamais il y a un chiffrement complet de votre ordinateur et de vos services de sauvegarde, d'avoir quelque chose qui puisse être utilisable. C'est quelque chose aussi qui sera utilisable si jamais il y a une casse d'un matériel, notamment de votre ordinateur, et si vous n'en avez pas de sauvegarde, votre ordinateur, tout d'un coup, il y a un problème de disque dur, et bien vous perdez complètement vos données. Et là, je ne parle pas des cyberattaques. Donc, vous voyez, c'est très important d'avoir la sauvegarde et d'avoir plusieurs jeux. La sauvegarde en ligne, on me demande souvent, est-ce que c'est une bonne solution? La sauvegarde sur un compte en ligne, un cloud, peut être utile, notamment dans tout ce qui est profession artisanale, profession libérale, si ce sont des données qui ne sont pas trop sensibles. C'est quelque chose qui peut être très utile pour la mise en ligne, notamment de votre site Internet. En attendant, il faut bien penser que c'est une sauvegarde, ce n'est pas une solution de sauvegarde. Si jamais vous avez notamment ce fournisseur d'accès en ligne qui a un problème technique, et on a pu le voir notamment avec l'incendie de VH il y a quelques temps, eh bien, vous avez des gens qui n'avaient pas pensé sauvegarder, qui pensaient être sauvegardés parce que tout d'un coup, c'était sur un serveur en ligne. Eh bien non, ce n'est pas une solution de sauvegarde. Il faut penser à en avoir plusieurs jeux. Et bien sûr, ces sauvegardes, on doit aussi en protéger l'accès si on est sur des choses qui sont sensibles. Alors maintenant, la sauvegarde, c'est bien, mais il faut surtout tester sa restauration. Parce que si on sauvegarde et qu'on ne teste pas une fois de temps en temps la restauration des données, eh bien le jour où on a le problème et on se rend compte que notre sauvegarde n'était pas bonne, eh bien dommage pour vous. Donc voilà, donc la sauvegarde, on doit penser qu'est-ce qu'on doit sauvegarder, qu'est-ce qui est important de le faire, et le faire de manière intelligente. Voilà, donc j'espère avoir répondu. Donc là, vous avez remarqué, dans ce que je vous ai dit, il n'y a pas de promotion pour de la sauvegarde en ligne ou n'importe quoi. C'est à vous de voir, selon votre usage, ce qui est le plus pratique. En tout cas, je vous ai donné les principes de sauvegarde. Et tout ce genre de conseils, vous pourrez le retrouver. Alors, je vous ai mis l'exemple, par exemple, d'une partie de la fiche qu'on a destinée aux sauvegardes et qui est disponible sur notre site Internet. Je voulais vous parler aussi de la séparation des usages. Alors là, j'aime bien quand je suis en intervention, parler des sujets qui fâchent. Et je sais que ça, c'est un sujet qui fâche quand on est artisan ou quand on est une profession libérale. On fait tout avec le même ordinateur. On fait les choses d'ordre privé et le professionnel sur le même ordinateur. Eh bien, ça, c'est une pratique qui est à bannir. Alors, si vous le faites, et je comprends, parce qu'il y a pas mal de gens qui le font, il faut tendre vers l'excellence. Et tendre vers l'excellence, c'est de séparer l'ordinateur personnel de l'ordinateur professionnel. Pourquoi?
Eh bien, peut-être qu'à titre personnel, on peut être impacté par un phishing, avoir tout d'un coup se retrouver infecté au niveau de son ordinateur, et cet ordinateur, on l'utilise à titre professionnel, et on se retrouve tout d'un coup avec un ordinateur, avec un système qui va être corrompu, qui va être piraté, et sur lequel on ne va plus pouvoir travailler. Donc la meilleure des sécurités, c'est que ce qui est d'ordre professionnel reste sur l'ordinateur professionnel, ce qui est d'ordre personnel reste sur l'ordinateur personnel. Et ça, c'est valable aussi bien pour l'ordinateur que pour le téléphone. Vous voyez, ça, c'est mon téléphone personnel, ça, c'est mon téléphone professionnel. Alors ça a un coût, forcément, mais c'est le coût de la sécurité. Maintenant, il faut mettre dans la balance le coût entre qu'est-ce que ça vous coûte en termes d'équipement, qu'est-ce que ça vous coûterait si vous ne pouvez plus travailler. Donc, vous allez comprendre qu'au début, l'investissement risque d'être un peu plus grand, et au fur et à mesure, vous allez voir d'année en année, vous allez pouvoir mettre en place des choses qui vont vous coûter de moins en moins cher. Mais la sécurité numérique, bah ouais, c'est un coût. Alors, c'est un coût qui est pas énorme, et on va s'équiper au fur et à mesure et adopter les bons comportements. Même chose, et je reviens un petit peu sur tout ce qui est sauvegarde, le stockage en ligne personnel à des fins professionnelles, même chose, c'est à proscrire. On se méfie également des supports USB. Si vous avez une clé USB à titre professionnel, eh bien, vous l'utilisez à titre professionnel et vous ne le faites que pour la clé. Et ce n'est pas le coût d'une clé USB. Voilà, vous ne mélangez pas avec des choses personnelles. Donc, on doit essayer de séparer ces deux sphères, tant que faire se peut, pour pouvoir sécuriser ces usages. Nora, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, on a une petite question de Sophie qui demande du coup, il faut se créer un compte utilisateur pro sur le PC. Concrètement, alors je ne sais pas si c'est en lien avec la messagerie. La messagerie, bien sûr, il faut vraiment séparer le pro du perso. Mais est-ce que vous entendiez l'appareil peut-être? Je ne sais pas. Alors, je pense qu'en fait, moi, la manière dont je comprends la question, c'est je suis sur un ordinateur, est-ce que je dois faire un compte personnel sur l'ordinateur et un compte professionnel, mais sur le même ordinateur? Moi, c'est comme ça que j'ai pris à peu près la question. Si c'est vraiment l'objet de la question, eh bien, je vous dirais non. Je vous parle bien de deux ordinateurs différents. Ce n'est pas un ordinateur avec plusieurs comptes dessus, parce que ça reste toujours le même ordinateur. Si l'ordinateur est infecté, eh bien, ça impactera l'ensemble des utilisateurs sur l'ordinateur. Si je parle bien de deux ordinateurs différents, un ordinateur professionnel avec une messagerie professionnelle, un ordinateur personnel avec une messagerie personnelle. Où vraiment, on doit séparer les usages et ça fera vraiment du bien. Et ça vous apportera de la sécurité. Donc voilà, si ce n'est pas en place, réfléchissez-y et pensez-y. Et surtout, vraiment, la messagerie qui est utilisée à titre personnel et à titre professionnel, ça, c'est la première des choses à éviter. Absolument. Et c'est quelque chose qui peut être fait vraiment à moindre coût. Merci Denis. Voilà, Je c'est vous en prie. justement voilà, le petit commentaire, c'est Sophie utilise son ordinateur personnel. C'est sûr que s'équiper, ça a un coût, effectivement, mais voilà, il faut y réfléchir, en fait. C'est ce que nous conseille Voilà. Denis. Moi, je vous apporte des principes. Après les principes, je me doute bien dans un monde idéal, tout ce que je vous dis, vous devriez me dire non, mais monsieur Baudier, c'est bon, vous me parlez de choses que j'ai déjà mis en place. Et là, ce sera un monde idéal. Maintenant, si je peux vous aider à faire progresser votre usage du numérique, eh bien, tant mieux. Si sur l'ensemble de ces conseils, vous en retenez quelques-uns et que vous évoluez votre niveau de sécurité, eh bien, votre niveau de protection, vous allez voir, c'est une roue vertueuse. On commence un petit peu. Au début, ça a un certain coût. Et au fur et à mesure, eh bien, on arrive à se défendre. Il faut comprendre que plus vous augmentez votre mur en termes de sécurité numérique, plus l'attaquant va se dire « Oh, il est haut, je vais aller voir ailleurs ». Et il s'intéressera moins à vous. Ouais. Aussi, Apollinaire nous interroge sur le fait d'enregistrer automatiquement. Alors là, je reviens sur le mot de passe dans son navigateur. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Denis? Alors, je vous dirais que ça peut être pas mal quand on est un particulier ou quand on est un senior. Quand on est un professionnel, si jamais il y a un problème avec votre navigateur, que d'un coup vous avez un flush, vous avez une suppression de tous les mots de passe, et ben vous n'avez plus rien. Donc, ça peut être pas mal pour éviter les erreurs de saisie ou ce genre de choses-là. Donc, ça peut être pratique. Vous avez notamment chez Apple, c'est directement intégré. Vous avez des magasins de mots de passe qui sont intégrés. Donc, plutôt que le magasin d'ordinateur, le magasin de navigateur qui peut être pratique dans un usage particulier, à titre professionnel, vaut mieux utiliser le gestionnaire de mots de passe. Voilà, ce qu'on ne veut absolument pas voir, c'est retrouver un fichier Excel ou Word appelé mot de passe dans vos ordinateurs. Voilà. Ça, c'est le pire du pire et c'est le premier
fichier auquel s'intéressera notre escroc. Je crois que j'ai mis quelques... Ah non, ça c'est autre chose. Donc voilà, ça c'est très important. Et je vais vous parler aussi d'un autre point en matière de confidentialité. Quand on se connecte à un Wi-Fi, on se connecte à un Wi-Fi que l'on connaît, le vôtre, celui que vous administrez. Quand on est en déplacement et qu'on est tout d'un coup dans le train, eh bien dans le train, on ne se connecte pas depuis le Wi-Fi de la SNCF. Quand on est dans un hôtel, on ne se connecte pas sur le Wi-Fi de l'hôtel. Parce que peut-être que vous avez quelqu'un qui va être en écoute et qui va essayer de capter des couples identifiants et mots de passe qu'il va pouvoir vendre. Il peut usurper le point Wi-Fi de la SNCF. Et on a vu des gens qui ont un backpack, tout ça dans leur dispositif dans un sac à dos, et ça marche bien, et ils collectent de la donnée. Vous allez me dire, mais alors je fais comment moi pour me connecter? Eh bien, vous avez votre smartphone. Maintenant, sur les smartphones, qui sont 4G, 5G, tout ça, vous avez souvent des forfaits qui vous permettent d'avoir de la data, pas mal de data. Eh bien, vous faites un partage de connexion depuis votre téléphone et vous avez votre point d'accès qui sera sécurisé puisque c'est votre matériel. Donc voilà, donc on évite de se connecter depuis un Wi-Fi que l'on ne maîtrise pas. Et dans ces cas-là, si on a vraiment besoin de faire ce genre de choses-là, eh bien dans ces cas-là, on utilise ce qu'on appelle un VPN. Alors je sais, là je regarde l'heure pour rester à peu près dans le timer, dans le timing. VPN, je ne vais pas vous expliquer la notion de VPN, mais regardez, ça s'appelle Virtual Private Network. C'est quelque chose qui permet en fait, vous avez des sociétés comme NordVPN et d'autres commerciales qui existent, je ne ferai pas de promotion pour un produit plus qu'un autre, mais qui permettent justement de chiffrer les communications quand vous allez sur Internet. Je vous parlais de tout ce qui était chiffré, ces données. Il y a des choses qui existent. On a notamment Z, qui a reçu un visa de l'ANSSI. Ce sont des containers. Alors, le container, pour le générer, c'est une solution qui est payante. Par contre, une fois qu'on a généré un container chiffré, c'est quelque chose qui est gratuit. Vous pouvez aussi utiliser des zip, donc format de compression chiffré avec mot de passe. Donc, il y a des choses qui existent qui peuvent être utilisées à titre gratuit. Ça, c'est quelque chose qui est réservé notamment pour des choses qui sont critiques, qui sont très sensibles. Une comptabilité que l'on doit donner à un collaborateur ou n'importe quoi, on ne l'envoie pas juste le fichier Excel en pièce jointe dans un mail que l'on... Voilà, ça, c'est le genre de choses qu'on évite. On chiffre ce genre de données critiques. Je voulais vous parler aussi de tout ce qui était NAS. J'ai beaucoup de choses en fait à vous dire. Le NAS, c'est pratique. C'est en fait un disque dur partagé, disque dur réseau que l'on peut mettre connecté par exemple à sa box et qui parfois peut être atteignable depuis l'extérieur. Alors dès qu'on ouvre quelque chose sur sa box, atteignable depuis l'extérieur, eh bien c'est quelque chose qui doit être vraiment très très sécurisé. Donc ce genre d'outil, si vous ne savez pas les administrer, faites appel à un professionnel pour le faire. Et on doit de manière systématique, même chose, sur tout ce qui est exposé sur Internet, utiliser la double authentification. Voilà. Et on ne doit pas l'ouvrir, on ne doit pas communiquer un mot de passe à n'importe qui sera réutilisé dans la nature. On doit avoir toujours une politique de un utilisateur, un mot de passe. Donc voilà, donc ça c'est le genre d'outil qui est beaucoup utilisé dans l'artisanat, qui est beaucoup utilisé dans le milieu des TPE, des PME, voire des grands groupes, il ne faut pas croire, ou des sociétés par exemple de traduction, de choses comme ça, j'en ai beaucoup entendu parler. Donc on fait très attention à ce genre de choses. Ensuite, je vais vous parler un petit peu d'un autre dispositif. Je peux prendre encore, je pense, une ou deux questions. Guère plus parce que je vois qu'on est on est presque à midi. Dites-moi, Nora, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, mais écoutez, pour l'instant, les questions, ça va. Eh bien, je vous laisse le temps de poser vos questions. Et là, on va pouvoir les aborder en fin de présentation. Et je vais vous parler d'un autre dispositif que l'on met à disposition donc chez cybermalveillance.fr, qui est le dispositif de sécurisation. Donc, on a un parcours de sécurisation qui est un outil vraiment destiné, par contre, uniquement aux professionnels. Donc là, exit les particuliers. C'est en fait un parcours qui est fait avant que les problèmes n'arrivent. Donc là, on n'est pas dans la rémédiation, donc dans la réponse à incident, mais en gros, vous allez pouvoir, sur ce parcours de sécurisation, faire un état de votre besoin. C'est une expression de besoin. J'ai des besoins en matière de sauvegarde, en matière d'hébergement web, de sécurisation de réseau, de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de serveur. Vous allez faire une expression de besoin, même chose, c'est un questionnaire, combien de postes, la typologie des postes, s'ils sont sous Windows, s'ils sont sous notre sauvegarde, et vous faites une expression de besoin et vous dites j'ai besoin de quelqu'un, d'un professionnel qui puisse m'aider en matière d'installation, de maintenance ou d'assistance si j'ai eu un problème.
Une fois qu'on a rempli ça, que vous avez fait votre expression de besoin, vous allez pouvoir être mis en relation avec l'un de nos 200 experts cyber. Ces experts cyber, ce sont un peu des super prestataires référencés. Ce sont des gens qui vont faire l'objet d'une labellisation par l'AFNOR. L'AFNOR va leur demander, va les tester sur leurs connaissances dans le domaine qui leur incombe et sur lequel ils disent être experts cyber. C'est une labellisation, et s'ils ne passent pas ces tests-là, ils ne seront pas labellisés. S'ils obtiennent cette labellisation, c'est une labellisation qui sera valable 2 ans. Pourquoi 2 ans? Eh bien 2 ans, tout simplement parce que le savoir-faire d'une entreprise peut partir avec le départ de personnel ressources au sein de l'entreprise. Donc, c'est une labellisation qui est limitée dans le temps. Sur cette labellisation, c'est une labellisation qui coûte 800 € pour le professionnel qui veut le faire, et ces 800 € vont à l'AFNOR. Nous, on n'est pas là pour faire de l'argent là-dessus, et on n'en fera pas. Mais on a voulu valoriser l'expérience et le savoir-faire de professionnels. Alors, ils sont beaucoup moins nombreux que les prestataires référencés, et vous voyez sur cette carte qui n'est pas forcément à jour, qui a une densité qui est beaucoup plus grande en région parisienne, mais c'est normal par rapport au tissu entrepreneurial. En attendant, on en a dans toutes les régions, et ces experts, vous voyez le logo, je vous l'ai mis au-dessus de la carte de France, ce logo Expert Cyber, dès que vous voyez ce logo, vous savez que vous êtes sur un personnel qui est un professionnel qui est labellisé. Donc, on en a plus de 200 aujourd'hui. Et si vous remplissez ce parcours de sécurisation, vous pourrez être mis directement en relation avec un expert de votre région. Même chose que pour les prestataires, il n'y a aucun intérêt, lorsque vous êtes dans l'Est, de vous envoyer quelqu'un qui travaille en région parisienne ou dans le Nord ou dans une autre région. Donc, ce sera un expert qui sera proche géographiquement. Très bien, c'est une bonne chose. Voilà, donc n'oubliez pas, l'URL, de toute façon, vous l'avez, c'est sécurisation.cybermalveillance.gouv.fr. Ce diaporama, Nora l'a, elle pourra l'envoyer aux participants qui se sont connectés aujourd'hui. Il est à disposition, tous nos supports sont publics. Autre dispositif, on a un dispositif d'alerte cybersécurité. On l'a fait un peu plus d'une dizaine l'année dernière, et c'est quelque chose qui est en fait déclenché quand on a une faille majeure qui impacte nos publics. On n'en fait pas une à chaque fois qu'il y a une faille, sinon on n'arrêterait pas, vous recevriez plusieurs alertes par jour. Et c'est une alerte, en fait, notamment une de celles qui était assez marquante, c'était pour le navigateur Chrome, avec une faille, ce qu'on appelle zero day, qui était dans la nature, utilisée par les cybercriminels de manière massive. Et ça impactait aussi bien les particuliers que les professionnels. C'est une alerte qui est intelligible, qui est pratique et non technique, et qui renvoie vers les contenus de l'APSI, parce que c'est un contenu que l'on coécrit avec l'Agence nationale de la sécurité sur la sécurité des systèmes d'information. Et c'est quelque chose que l'on fait diffuser par le MEDEF, par l'UDP, par les CCI, par les chambres de métiers et de l'artisanat, par France NUM. Normalement, l'année dernière, il devrait y avoir sur tout ce qui est BFM Business un relais par voie audiovisuelle. Donc ça, c'est aussi des choses que l'on met en place pour avertir le plus grand nombre. Je voulais vous donner quelques références et de choses. On a des choses, on a un guide pratique qu'on avait coécrit avec BPI France. Ce guide-là, je vous le conseille, sa lecture. Même chose, vous avez l'URL, l'adresse qui est en bas. Ça parle un peu des 5 cybermalveillances essentielles, et on va parler aussi de la cyberhygiène et donc de conseils essentiels en matière de sauvegarde, que j'ai pu vous présenter avant, mais aussi en d'autres matières. Que faire en cas de cyberattaque, par exemple. Donc ce guide-là, il est disponible. Si vous nous voyez sur un événement, vous pourrez l'avoir en physique. Si vous êtes en ligne, que vous venez sur cybermalveillance.gouv.fr, vous l'aurez en version numérique. Et le contenu est intégralement téléchargeable et réutilisable. En tout cas, on a énormément de supports et de supports qui sont variés. Là, je vous ai mis un petit peu un patchwork de choses qui existent. Tous nos contenus, que ce soit les articles ou que ce soit les fiches, sont toujours basés sur le même triptyque. C'est définition de la menace, en gros, de quoi on parle, comment s'en protéger et que faire si on est victime. Donc, en tout cas, sur nos contenus, on a 19 grandes menaces qui sont décortiquées, rançon logiciel, hameçonnage, piratage de compte, usurpation. Et on a aussi des contenus qui sont liés vraiment bonnes pratiques. Donc, je vous en ai présenté un petit peu ce matin, notamment sur les sauvegardes. Je vous ai parlé de tout ce qui était mot de passe, mais vous trouverez des contenus qui sont vraiment faits. Et même chose, ce sont des contenus qui sont pratiques et non techniques, pour que ce soit compréhensible par le plus grand nombre. On ne doit pas se cacher derrière des acronymes
que l'on ne pourrait pas maîtriser. Nos contenus sont vraiment utilisables en l'état par le plus grand nombre. De manière plus simple, si vous avez votre smartphone, un QR code, alors celui-là, je peux vous assurer que ce n'est pas une arnaque, ce n'est pas un QR code de phishing, donc attention à ce genre de choses-là. Nora m'en est témoin. Si vous êtes avec votre smartphone et que vous le flashez, vous arriverez directement sur une rubrique sur cybermalveillance.gouv.fr avec tous nos contenus, notamment en matière de bonnes pratiques et de menaces décortiquées. Voilà, donc je vous remercie. On a encore quelques minutes, je pense, Nora, pour prendre quelques questions. Merci Denis, en tout cas, pour la qualité de votre intervention. C'est quand même un vrai plaisir pour nous de vous accueillir dans notre programme de webinaire, effectivement. Et puis voilà, vous avez tellement de ressources à proposer en fait au public pour les sensibiliser et pour faire en sorte qu'en fait que chacun dans ses usages puisse passer à l'action ou faire mieux, s'améliorer en fait. C'est toujours un plaisir en fait de vous accueillir. On remercie évidemment les participants qui ont pu venir ce matin. Et puis effectivement, vous allez recevoir de façon automatique le replay pour ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout les informations. J'ai aussi mis dans le chat des liens comme je pouvais pour que vous puissiez être dirigés éventuellement mais toutes les ressources sont effectivement disponibles via ce QR code ou sur le site directement. Vous tapez cybermalveillance.gouv sur votre navigateur et on retrouve les choses. Voilà. Apollinaire. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux parce que on utilise, donc on est vraiment sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Et en général, quand on a une nouvelle parution, parce qu'on est des gros créateurs de contenu et on fait des contenus qui sont mis à jour, notamment là, bientôt, il va y avoir tout ce qui est cybermois et des choses comme ça. Donc, on fait pas mal d'annonces et on a aussi une newsletter. Donc, n'hésitez pas, c'est gratuit et c'est pas parce que c'est gratuit que vous êtes le produit. Nous, on est vraiment on a dans notre ADN le service public. C'est vraiment, on est là au service de l'ensemble de nos publics, que sont les particuliers, les professionnels ou les collectivités territoriales. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à venir sur notre plateforme. Oui, dites-moi. Il y a une question juste pour savoir si c'était possible d'utiliser gratuitement les outils dans le cadre d'un atelier organisé. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème. Souvent, vous pouvez avoir des restrictions sur l'usage de certains outils quand c'est dans un cadre professionnel. Mais dans un cadre d'atelier, il n'y a pas de problème. Et vous, en tant qu'artisan, je pense qu'il n'y a pas de souci. Souvent, vous êtes sur des sociétés qui sont unipersonnelles et tout ça. Donc, oui, on peut utiliser le maximum d'outils qui est le moins coûteux. Maintenant, gardez toujours à l'esprit que la sécurité numérique, elle a quand même un coût. Et que plus on avance dans le temps et qu'on se sécurise, moins ça coûte cher. Mais au début, il va falloir vraiment penser à un investissement et je vous enjoins vraiment à séparer le fameux sujet qui fâche, les moyens pro et les moyens personnels. Et vous verrez, ça vous fera du bien, aussi bien en termes de sécurité que le bien-être, parce que votre téléphone pro, vous avez le droit tout d'un coup de le mettre en veilleuse quand on a passé 22 heures. Voilà. Oui, c'est vrai. Ça vous protège aussi dans votre quotidien. Puisqu'il faut être partout à la fois. Et oui, voilà, c'est vrai que c'est aussi impactant sur ce point. Alors, pour clôturer, juste, je rappelle évidemment que là, ces webinaires se font dans le cadre d'une action de sensibilisation. Le but, encore une fois, c'est de pouvoir vous donner des clés pour vous essayer pour que vous puissiez mettre en pratique dans vos entreprises. La Chambre de métier, via nos conseillers, vous accompagne aussi, évidemment, à titre individuel, pour que vous puissiez concrètement faire les choses. Où on pratique aussi ce qu'on appelle des diagnostics. Donc, on vient faire des audits sur toutes les pratiques. Et évidemment, nous incluons systématiquement nous regardons attentivement tout ce qui est bonne pratique et hygiène informatique dans vos structures. C'est pour ça qu'on arrive à avoir un recul sur aussi la façon dont beaucoup procèdent. Et malheureusement, encore une fois, c'est un sujet qui n'est pas suffisamment
tous les chefs d'entreprise n'en prennent pas la mesure, encore une fois, parce que vous vous considérez des fois petit, trop petit. C'est comme la maladie, ça n'arrive pas qu'aux autres, malheureusement. Et voilà, c'est un petit peu ça qu'il faut garder à l'esprit. Et la Chambre de métier porte aussi voilà, une offre de formation pour les sujets numériques. De toute façon, toutes les informations sont à retrouver sur nos sites également de la CMA Grand Est. Et on se retrouve donc du coup prochainement, on repart sur les lundis, parce que généralement c'est un petit peu le créneau qui est le plus simple pour essayer de vous capter un maximum. On va parler donc du produit Google Analytics avec les ateliers numériques Google. Donc vous pourrez venir évidemment leur poser toutes les questions qui vous intéressent et aussi par rapport à tous les traceurs, voilà. Les enjeux, encore une fois, autour de la donnée. Nous allons proposer aussi un webinaire sur la constitution du fichier client, où là aussi, on va aborder des thématiques en lien avec le RGPD, le Règlement général à la protection des données, entre autres. Nous aurons aussi un sujet sur le réseau social LinkedIn, le 12 juin. Le 19 juin, nous allons parler aussi d'éco-responsabilité numérique. Donc, comment réduire voilà, son impact. Est-ce que c'est bien d'envoyer des mails avec beaucoup de fichiers, etc. Voilà, dans ces usages. On trouvait que c'était quelque chose qu'il fallait quand même aborder. C'est important de bien faire, encore une fois, dans un objectif d'amélioration de nos pratiques. Et on clôturera ce premier semestre de webinaire le 26 juin sur un sujet concernant l'intelligence artificielle. Voilà, avec tous les nouveaux outils, l'OpenAI, avec ChatGPT, etc. Comment est-ce que c'est une bonne chose si on l'utilise? Est-ce qu'il faut, voilà, comment bien l'utiliser dans ses usages? Encore une fois. Merci. Merci encore Nora et puis à la Chambre des métiers de l'Artisanat Grand Est pour votre invitation. Merci à vous. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers l'un de nos conseillers ou quoi. On transmettra évidemment, si besoin, des commentaires ou autres à Monsieur Boyer, qui nous a fait plaisir, encore une fois, de venir, de répondre à notre invitation. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir.